de l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je voudrais dire qu'à la faveur de la résolution définitive de la crise multidimensionnelle en 2012, le gouvernement et les mouvements armés, avec l'assistance de la communauté internationale, avaient signé l'accord en 2015. Cet accord, qui n'a pas été accepté par tous les Maliens, il faut le dire, il y a une frange importante de notre société qui n'a pas compris cet accord, qui ne l'a pas accepté. Et c'est pour cela que nous avons parlé d'application intelligente de l'accord. Pourquoi? Parce que c'était un accord signé au nom de l'État malien. On ne peut donc pas le remettre en cause. Par contre, les appréhensions que les citoyens avaient par rapport à la mise en œuvre de l'accord, en disant que si on le met en œuvre comme tel, on va créer les conditions de partition du Mali. L'application intelligente sous-entend que nous fassions tout ce qui est possible pour nous entendre, sauf les actes qui doivent être posés, qui peuvent conduire à moins ou l'intérêt à la partition du Mali. Là, nous ne pouvons pas poser cet acte. Il faut s'arrêter et discuter entre nous Maliens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'application intelligente de l'accord. Concernant l'ensemble de ces questions, les discussions sont difficiles, c'est vrai. Mais le gouvernement, dès le mois d'août, a reparti des quotas entre les mouvements. À la date d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le dire, ni peur de le dire. Il y a des mouvements qui ne fournissent pas le quota qu'il faut. Il y a des débats au niveau de la hiérarchie militaire. Parce que concernant les intégrations, la hiérarchie militaire a tiré les leçons des anciennes intégrations. Donc il faut le faire à partir des conditions négociées. Et ces négociations, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas faciles. Mais aujourd'hui, quelle est la priorité? Ce que nous disons, c'est l'accélération du processus DDR. Il faut accélérer ce processus pour que les jeunes qui détiennent les armes regagnent l'armée nationale. Il y a des difficultés, il y a des blocages à ce niveau qu'il ne faut pas cacher. Mais nous espérons qu'avec les rencontres décisionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir, les lignes vont bouger. Vous avez la question relative à la CEDEAO. Vous savez, la question avec la CEDEAO, nous nous sommes largement répandus là-dessus. Nous avons dit que pour que le Mali ait une chance de faire une transition et installer les autorités civiles, et que ce soit la dernière intervention de l'armée sur la scène politique, nous devons tirer les leçons de l'échec des transitions passées. Vous vous souviendrez qu'après la crise politique post-électorale de 2018, c'est la CEDEAO qui a envoyé une mission de haut niveau au Mali, qui a déposé un rapport en octobre 2018 et qui a demandé de ne plus faire d'élection au Mali, de ne plus faire d'élection sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Le gouvernement n'a fait que reprendre ça, parce que ces réformes n'avaient pas été faites. Vous avez aussi la problématique de l'union sacrée. Il y a des honorables qui sont revenus là-dessus. Là, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque les Maliens se sont soulevés, c'est un rappel, mais qui est nécessaire pour fixer les lignes du débat. Il y avait 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. La première revendication, c'est la sécurité.
Personne ne discute aujourd'hui. Personne ne remet en cause ce qui est fait. La deuxième revendication, c'est la nécessité des réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde peut réviser les slogans des manifestants. La troisième, peut-être pas dans l'ordre, c'est la nécessité d'organiser des élections transparentes, créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Étant donné que la crise politique qui a abouti au changement de régime est partie des élections législatives, dont les résultats ont été contestés par une partie de la population. La quatrième revendication, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Voilà les 4 revendications majeures qui servent de boussole au gouvernement de transition. Et donc, le débat en réalité avec la CEDEAO a bloqué parce que jusqu'à une date récente, on voulait ramener la transition à l'organisation des élections. Le gouvernement a tenu ferme et aujourd'hui, je crois que personne ne discute le fait que la transition ne peut pas se ramener uniquement à l'organisation des élections. La question maintenant, quelles réformes il faut faire? Jusqu'où les réformes peuvent aller? Sur ces questions, il y a des divergences de fond qui ont fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente. Parce qu'il y a une partie de la classe politique, il ne faut pas le nier, qui voulait ramener la transition aux élections, au motif que le gouvernement aurait pris des engagements, au motif qu'un agenda a été publié. Quand l'agenda a été publié en avril 2021, avant la rectification de la transition, la Constitution était prévue d'être votée en septembre-octobre 2021. Tous les Maliens savaient très bien que ce n'était pas faisable. Il s'agissait de donner des gages pour rassurer la communauté internationale. Nous avons décidé de tenir le discours de la vérité. Nous avons dit à la communauté internationale qu'on ne peut pas tenir les élections dans cette période. Le président de la transition a insisté, a instruit au gouvernement de rechercher de façon obstinée le consensus autour des réformes qu'il faut faire pendant la transition, de chercher l'inclusivité. 5 mois ont été, j'allais dire, perdus. Parce que de toute façon, une partie de la classe politique qui n'a pas accepté de changer de position est restée dans sa position jusqu'au bout. En novembre, le président de la transition lui-même, chef de l'État, est descendu dans l'arène pour rencontrer les différents regroupements, pour leur dire qu'il souhaite qu'ils participent aux assises nationales de la refondation, pour qu'on rebâtisse le Mali sur de nouvelles bases. Tous les Maliens. Il y en a qui ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez en ce moment? 4 mois. Les assises étaient prévues pour être tenues en août. La recherche de l'inclusivité nous a amenés jusqu'en décembre. Quand elles se sont tenues, le peuple s'est exprimé. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout, mais vous savez la suite. Ce qui intéresse les Maliens et ce qui ressort de vos différentes questions, où en est-on aujourd'hui? Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Les 2 équipes qui sont installées, l'équipe politique, chapeautée par le ministre des Affaires étrangères, et l'équipe technique, chapeautée par le ministre de l'administration territoriale, discutent en permanence avec les membres de leurs équipes. Et je vous assure que lorsque nous avons retenu les 5 ans que le peuple malien a demandé, nous avons décliné en activités concrètes. Mais nous avons fait des sacrifices. Au début, notre objectif, c'est de rendre un certain nombre d'actions
aussi avancé qu'on a la garantie de l'irréversibilité du processus du changement. Avec les négociations, nous sommes allés de 5 ans à 4 ans. À la date d'aujourd'hui, la date incompressible pour implémenter les bases du processus du changement, des bases solides pour le rendre irréversible. Tous les calculs que nous avons faits, y compris avec les experts étrangers, montrent qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Ces chiffres ont été discutés face à face avec les techniciens de la communauté internationale. Nous avons 3 ministres avec les 2 collaborateurs, 5 personnes, en face 30 personnes. Les discussions ont abouti, on a pris action par action. La preuve est faite par A plus B, qu'on ne peut pas aller en deçà des 24 mois, sauf si on décide de reporter ou de ne pas faire jusqu'au bout certaines actions. Malgré tout, le président de la transition a pris sur lui la responsabilité et il leur a dit qu'il le prend sur lui. Il va s'expliquer devant les Maliens, il va justifier en espérant que le peuple va accepter qu'en 24 mois, nous pourrons implémenter les bases de l'irréversibilité du processus du changement par rapport aux 5 revendications majeures. Parce que si on ne le fait pas, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on installe un gouvernement dans la précipitation, sans faire avancer les dossiers de lutte contre la corruption et l'impunité, sans avoir un niveau minimum de sécurité pour réinstaller les populations, faire revenir les réfugiés, faire revenir l'administration, sans que l'organe unique ne soit installé avec ses démembrements dans le pays, il y a des risques de contestation des élections à la fin du processus ou de l'installation d'un pouvoir faible qui va être influencé et manipulé comme nous l'avons vu par le passé. Et les discussions ne sont pas rompues. Pas du tout alors. Il y a des missions qui sont prévues de venir dans les jours prochains pour aboutir, nous espérons, à un accord. Maintenant, tout ce qui se cache derrière l'embargo, on en a suffisamment parlé. Aucun élément de cet embargo n'est prévu par les textes, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA. On ne peut pas prétendre construire un état de droit en violant ses propres textes. Aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UEMOA n'a prévu un embargo tel que c'est appliqué sur le Mali. C'est le fait du prince. Et c'est pourquoi nous avons dit en son temps que l'objectif, c'était le renversement du régime. Mais le peuple malien a donné sa réponse définitivement le 14 janvier 2022 à l'appel du président de la transition. C'est pour vous dire donc que la CEDEAO et l'UEMOA, auxquels notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. La question de nos relations avec la MINUSMA. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est vrai, attendu au mois de juin 2022. Bien qu'il ne faut pas s'attendre à un changement notable de son mandat, certains pays contributeurs de troupes laissent entendre qu'ils vont réévaluer le niveau de leur participation en raison du retrait de la force Barkhane. Au demeurant, le gouvernement malien s'attelle à faire prévaloir ses priorités stratégiques pour l'essentiel déjà contenu dans le présent mandat. La vérité, c'est qu'il faut que les Maliens se convainquent définitivement. Ce n'est pas les forces étrangères qui vont ramener la paix au Mali. Seule notre armée, équipée, bien formée, mise en condition,
peut ramener la paix de façon définitive. Et notre armée, sans exagération, est l'une des armées qui s'acquitte de façon extraordinaire de sa mission. C'est l'une des rares armées qui recrute, qui forme, qui s'équipe et fait la guerre en même temps. Beaucoup se préparent pendant des années pour la guerre. Les circonstances de l'histoire ont imposé à notre armée de faire concomitamment ces trois missions. Et nous sommes persuadés que ce n'est qu'en mettant notre armée dans les conditions, en ayant l'autonomie totale de décision, d'opérer à n'importe quel coin de notre territoire, de faire face à n'importe quel ennemi. Ce n'est qu'à ce prix que notre pays sera respecté, que la question de la présence de l'aménagement se posera. Parce que de toutes les façons, on avait ici, depuis 10 ans, l'aménagement est là. On avait Barkhane, on avait Takuba, on avait G5 Sahel, on avait ECAP, on avait EUTM, plus de 50 000 personnes, mais on continue à raser des villages. On continue à tuer des militaires dans des camps, sans moyens, sans apport, sans appui. Aujourd'hui, cela est terminé. Notre armée peut faire des opérations dans n'importe quelle partie du territoire sans demander l'autorisation de personne, sans demander les moyens à personne. Ceux qui veulent bien nous aider sont les bienvenus. Mais s'ils refusent, nous nous sommes organisés et nous allons continuer à nous organiser pour avoir la totalité des moyens qu'il faut pour sécuriser notre territoire. Ça, en réalité, qu'on le dise ou non, c'est l'un des torts qu'on nous fait payer. Mais ce prix, il faut le payer. C'est ça la conviction du gouvernement de transition. C'est la conviction du président de la transition. Et le peuple malien, à la date d'aujourd'hui, est d'accord pour payer ce prix. Et donc pour nous, la question du mandat de l'aménagement ne se pose pas aujourd'hui en termes de rompre ou non à la vie avec l'aménagement. Ce n'est pas dans l'agenda du Mali aujourd'hui de dire que nous rompons avec l'aménagement. Le mandat sera renouvelé, nous en dirons ce que nous pensons, mais je ne crois pas qu'il y aura des changements notables dans le mandat de l'aménagement. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que notre souveraineté, notre indépendance, notre défense, notre sécurité, c'est notre armée seule, appuyée par moment par nos partenaires qui peuvent l'assurer. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à tous les étrangers, africains comme non africains, qui sont tombés sur nos terres pour la défense de notre pays. Aujourd'hui, au plan du déploiement, les femmes ont élaboré, ils sont prêts à reprendre le relais des emprises laissées par Barkhane, à Tessalit, à Tombouctou, à Gossi, à Menaka et à Gao. Toutes les emprises abandonnées ou qui seront abandonnées dans les mois à venir par les partenaires seront prises par l'armée malienne qui s'y prépare. Ça, c'est donc ce que je voudrais dire concernant nos relations avec la communauté internationale. Pour ce qui concerne les questions internes, j'ai parlé déjà de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a une réunion décisionnelle qui se prépare